Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Donc c'est ce rôle-là, moi, qui m'intéresse et qui me passionne, c'est être auprès des personnes et leur apporter ce que je peux. Mais la plupart du temps, la réponse ils l'ont, c'est juste les guider vers cette réponse. David Ohaillon est Chief Digital Officer chez John Paul, une jeune entreprise en forte croissance qui propose des services de conciergerie et des programmes de fidélité. Son rôle, c'est de gérer l'usine digitale, comme il l'appelle, et en particulier de développer des produits digitaux au service des concierges. David nous décrit la vie d'une entreprise en train de passer un cap et de sortir du mode couteau suisse pour aller vers le mode industriel. Il nous parle aussi de son type de management et de sa façon naturelle de coordonner son équipe d'experts. Dans cet univers digital, David ne parle que d'humain, de la complémentarité nécessaire dans une équipe, du temps qu'il passe avec ses collaborateurs pour les connaître, pour capitaliser sur leurs forces et pour leur offrir son aide quand ils rencontrent des problèmes. Les soft skills qui comptent, pour lui, ce sont l'écoute et l'empathie, mais aussi le questionnement, la capacité à se faire aider et la responsabilisation, ou ownership. David, c'est le genre de personne avec laquelle vous vous sentez tellement à l'aise qu'en moins de 30 minutes, sans vous en apercevoir, vous le tutoyez, comme je l'ai fait à la fin de notre conversation. Nous sommes sincèrement reconnaissantes envers David d'avoir pris de son temps si précieux pour répondre à nos questions. Bonne écoute. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le Chief Digital Officer du groupe John Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait John Paul ? Alors John Paul est le leader mondial des services de conciergerie initialement, et il a évolué au fur et à mesure de sa croissance vers le marché de la fidélisation. Donc aujourd'hui, on développe des programmes de fidélisation pour des grands groupes et on travaille en marque blanche pour eux. Et ça peut être à destination des clients de ces grands groupes ou des salariés de ces grands groupes, et un peu partout dans le monde. Ok. Conciergerie, vous pouvez nous expliquer le principe ? La conciergerie, c'est finalement en fait une extension virtuelle du concierge physique que vous avez dans un hôtel 5 étoiles. Dans un hôtel, vous allez descendre, vous allez voir le concierge, vous allez lui demander de réserver un billet, vous allez lui demander de vous réserver un train, de vous trouver le meilleur restaurant de la ville. Au bilan, on fait exactement cela, mais par téléphone, par email, par application mobile, par site internet. On a finalement contribué à faire sortir le métier de conciergerie de l'hôtel et puis le ramener dans le quotidien des personnes. Et puis on l'a aussi sorti, on va dire, d'une clientèle VVIP très riche, et on l'a fait redescendre un petit peu vers une clientèle un petit peu plus variée. D'accord. Donc on fait pas que du luxe. Ok. Et vos clients sont plutôt des grosses entreprises, vous disiez, c'est ça ? Donc les clients, on va avoir deux types de clients. On va avoir des clients grandes marques, services financiers, automobiles, technologie, essentiellement. Et puis on va avoir des plus petits clients, à qui ils vont nous déléguer complètement la gestion de la relation client. Donc vraiment chaque point de contact sur cet univers lifestyle va être délégué à John Paul. Et puis on va également avoir des plus petits clients, toujours dans les mêmes secteurs, et qui vont travailler des fois sous leur marque, des fois sous notre marque. Ça va être un peu plus varié, mais le fond de service est toujours le même. Et quelle est la différence par rapport à un centre d'appel ? Un centre d'appel, il est là pour gérer du service client. Il est là pour gérer du contentieux, de l'information. Nous, on est là en gros pour des clients qui veulent déléguer une partie de l'organisation de leur vie, soit professionnelle, soit personnelle. Donc l'organisation de voyage.
l'organisation d'événements dans la vie, des anniversaires de mariage, des trucs comme ça. Avoir des idées, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent un petit peu partout dans le monde, des nouvelles choses à découvrir, et puis à moins d'être abonné partout et d'être au courant de tout, c'est bien de pouvoir avoir, on va dire, quelqu'un à qui se référer, dire propose-moi une idée. J'aimerais bien amener ma femme au restaurant pour mon anniversaire de mariage. Qu'est-ce qui est de sympa en ce moment? Donc c'est ce qu'on recherche chez un concierge en général, c'est un bon carnet d'adresses, et c'est ce qu'on essaie d'amener. Vous êtes Chief Digital Officer. En quoi ça consiste, votre rôle? Alors, le métier de Chief Digital Officer et ce titre, il veut dire tout et n'importe quoi d'une société à l'autre. Racontez-nous ce n'importe quoi. Quand j'ai rejoint la société, ça a été, en fait, choisir le titre, ça a été une discussion avec le fondateur de la boîte. Il m'a dit c'est quoi ton poste? On sait ce que tu vas faire, à peu près. Il a rajouté des choses au fur et à mesure, mais c'est quoi le titre? Et puis on est tombé un petit peu sur ce titre-là. Chez John Paul, ce que ça veut dire, c'est que c'est une direction des opérations digitales. En gros, moi, je gère l'usine digitale. Donc je fais pas d'acquisition de trafic comme un Chief Digital Officer peut le faire dans certains grands groupes. Je suis pas là pour faire du social media. Je suis là en gros pour mettre en place des outils à destination de 3 personas. Persona product, c'est le concierge, tous les outils qui peuvent l'aider pour répondre aux besoins des clients, quel que soit le canal par lequel il choisit de le contacter. Le client lui-même, avec justement les canaux et les outils qu'on peut mettre à sa disposition, et puis la grande marque qui elle est à la recherche de mieux connaître son client, de KPI, de connaissances, de reporting. Donc c'est beaucoup de mobiles, j'imagine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobiles. Ouais. C'est vrai que 50% sur les sites internet qu'on peut gérer, on a 50% du trafic qui est mobile. On gère également des applications mobiles pour ça, pour pas mal de programmes. Mais il y a en réalité, je vais reprendre la vieille image que j'aime bien, c'est que un système d'information, c'est comme un iceberg. L'application mobile, le site internet, c'est le tip of the iceberg, c'est la petite pointe qui dépasse, qui doit être aussi simple que possible et aussi facile à utiliser. Et en fait, la complexité, elle est derrière. C'est comment je m'assure que le flot d'informations fonctionne bien, que ça va de bout en bout. Vraiment depuis le moment où le client nous demande un truc jusqu'au moment où le concierge clique sur clôturer, il faut que tout le flot d'informations ait été géré et qu'on s'assure que le concierge ait bien tous les outils pour suivre, tous les outils pour répondre au mieux au client. Finalement, moi, mon job, c'est d'assister le concierge d'abord et avant tout. C'est pour ça qu'on parle souvent de concierge augmenté par la technologie, parce qu'on se dit comment je peux l'aider à faire son boulot. Comment je peux l'aider à mieux connaître le client sans qu'il ait à lire tout le dossier. Et ça se fait en passant du temps auprès du concierge. Donc là, on est dans un bureau vitré de vos magnifiques locaux à Paris. On a votre équipe, je crois, derrière nous, dans mon dos. Qui sont-ils? Combien sont-ils et que font-ils? Aujourd'hui, l'équipe digitale de John Paul, c'est à peu près 80 personnes dans le monde. Il y a différents pôles d'expertise. Moi aujourd'hui, je suis absolument pas expert sur les 6 ou 7 métiers que mes équipes réalisent, mais je suis capable de les coordonner. Donc j'ai une équipe de data qui va faire du reporting, de la business intelligence et de la data science. Je vais avoir une équipe product management qui va faire de la conception d'applications mobiles, de sites internet, d'applications back-end, d'API. Une équipe de project management qui est naissante parce que en fait John Paul a grandi très vite et sur une start-up il n'y a pas vraiment de gestion de projet, tout le monde est full stack et couteau suisse, donc on finit le job. Quelques sonores sur une salle, on finit le job. Donc la partie project management, on est en train de vraiment de la mettre en place parce qu'on a grandi très vite et que le besoin se fait ressentir. Une équipe autour du CRM. En l'occurrence, on a aujourd'hui 2 technos et on migre tout sous Salesforce. Donc on monte un pôle de compétences Salesforce. Une équipe de développement, donc qui est constituée de développeurs back-end, de développeurs mobiles,
et puis de développeurs front. Et puis une équipe IT qui va avoir pareil de métiers, soit de la gestion d'infrastructures. D'infrastructures, on parle de nos 15 bureaux dans le monde. Donc comment je m'assure d'avoir un plan de continuité d'activité sur les 15 bureaux, d'avoir l'accès à Internet, la sécurité. On doit respecter des normes de compliance avec les standards bancaires PCI. Donc voilà, c'est des métiers un petit peu lourds et des process un petit peu lourds. Et puis la gestion d'infrastructures data center, donc dans le cloud, pour l'hébergement des sites internet et toutes les applications qu'on développe. On va revenir sur votre équipe tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait avant de rejoindre John Paul? Ça fait 4-5 ans, je crois, que vous êtes Ça fait ici. 4 ans. 4 ans. Un peu plus de 4 ans, presque 4 ans et demi que je suis chez John Paul. J'ai rejoint John Paul en tant que consultant d'abord. Mais je vais parler d'avant. En gros, j'ai eu deux parties dans ma carrière. Une première partie plutôt orientée conseil. J'ai été consultant pour des grands groupes, ou j'ai travaillé pour des grands groupes. J'ai fait de la business intelligence chez Danone aux États-Unis. J'ai fait du conseil en lancement de nouveaux produits, ce qu'on appelait maîtrise d'ouvrage, voilà, coordination de gros projets dans la bulle France Télécom Orange, à l'époque où il y avait encore même du Wanadoo, avec beaucoup de CRM également. Je suis parti dans la banque. J'ai travaillé pour la Caisse d'épargne sur du paiement mobile, sur du lancement de nouveaux produits, de nouvelles offres aussi. Et puis après, il y a la deuxième partie. J'ai basculé du côté obscur du monde de l'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup 2 fois, comme on dit aux États-Unis, à travers deux expériences, où j'ai appris que s'associer, c'était comme se marier. Donc on s'associe pas avec quelqu'un qu'on connaît pas, de même qu'on se marie pas avec quelqu'un qu'on connaît pas. Mais bon, ça contribue à grandir. Et puis j'ai travaillé auprès d'entrepreneurs. J'ai travaillé d'abord auprès de Pierre-Édouard Sterrin, le fondateur du groupe Smartbox, sur deux éléments. Le fonds Otium Capital d'abord pendant 1 an en tant que directeur produit et technologie pour cette start-up dans le domaine des loisirs. Et puis chez Weekend Desk. Donc dans le voyage, c'est là où j'ai découvert vraiment l'univers des OTA et du voyage. Et ensuite, j'ai fait un petit stop. Je travaillais en même temps où j'ai fait un executive MBA à l'INSEAD. Et ensuite, je suis rentré chez John Paul en consultant d'abord pendant 3-4 mois pour les accompagner justement sur la structuration suite au gain du premier gros contrat structurant de John Paul. Quand j'ai rejoint, c'était 100 personnes un peu plus de 100 personnes sur les Champs-Élysées. Et puis très rapidement, j'ai pris la direction digitale, donc avec la structuration du produit, la mise en place de data un peu plus industrielle, et puis la partie développement, la partie IT aussi. Et puis j'ai appris avec John Paul, c'est dur de grandir. J'ai appris que pour une startup, c'était très dur de grandir. Et que effectivement, il faut beaucoup de résilience et beaucoup d'énergie pour faire grandir une structure. Merci pour la transition, d'amener les compétences comportementales, vous êtes trop fort. Je comprends bien que vous êtes à l'interaction de plein de métiers et d'individus, donc de partenaires ou d'interlocuteurs. D'une manière générale, si ma question a un sens, dans vos relations professionnelles, que ce soit votre équipe, votre hiérarchie, vos pairs, vos partenaires, quelles compétences comportementales valorisez-vous? La première, je pense que c'est l'empathie ou l'écoute. Mon cœur de métier, c'est le produit. Donc c'est la construction de produits et un produit, il n'a de valeur que s'il sert à quelqu'un. Et il sert à quelqu'un que si on a écouté quel était le besoin de cette personne. Donc la première chose que je valorise, c'est l'empathie et l'écoute. Voilà. Donc être capable de se taire, de laisser de côté ce qu'on est en train de penser et puis de comprendre quel est le besoin de la personne. La deuxième, c'est le questionnement. C'est pourquoi. Donc j'aime beaucoup cette question, le pourquoi, parce que finalement, quand on la pose assez de fois, soit ça fait tomber le château de cartes, il n'y a pas vraiment de besoin, soit ça permet de creuser et d'atteindre la route cause. Ça m'intéresse pas de construire des produits pour construire des produits. Ça ne m'intéresse pas de travailler sur des projets
qui sont des caprices. Donc après, le client est roi. Donc des fois, on finit par le faire. Mais c'est important pour moi et de montrer à l'équipe que on essaye de venir enlever tout le gras et de se concentrer sur le point central. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire avec les partenaires, c'est ce que j'essaie de faire avec mes équipes et pour les accompagner. Voilà. Je pense que le questionnement, l'empathie et le questionnement, pour moi, c'est les deux qualités essentielles que j'essaie de développer. Et j'imagine que vous essayez de les avoir dans vos équipes aussi, ces compétences-là ou ces qualités-là, comme vous dites. Comment vous faites pour les détecter dans le processus de recrutement, par exemple? Alors, si j'y arrivais à chaque fois, je serais vraiment bon. Non. Je pense que j'ai un biais, c'est que je suis un gentil. Donc j'essaie de recruter plutôt des gens qui ont un bon fond, qui sont gentils. Et je dis que c'est un biais parce que finalement, en fait, il faut une variété dans l'équipe. Et je me rends compte plus avec le temps que finalement, il y a des fois, j'ai recruté des compétences, j'ai été chercher le pourquoi, j'ai été chercher l'écoute, mais par contre, en fait, j'ai pas assez recherché une complémentarité de personnalité. Et ça c'est très important. J'aime bien la variété culturelle, j'aime bien mon équipe, elle est constituée de toutes origines, un petit peu partout dans le monde. C'est très important pour moi de valoriser ça. Par contre, je pense qu'il faut aller chercher des gens aussi différents sur leur façon de faire. Voilà. Et pas toujours compréhensif. Des fois, il faut être pace-setter, il faut être dur aussi. C'est de ça dont vous parliez, des compétences, on va dire, de prise de décision, par exemple, ou des choses... Voilà, c'est aujourd'hui, voilà, après, si je prends mon cas, John Paul a grandi très très vite, il y a trop de décisions qui se passent encore à mon niveau, et je pense que c'est parce que j'ai recruté des gens, avant tout, des gens bien, des gens gentils, que je valorise beaucoup humainement, qui sont des experts dans leur métier, mais finalement en fait qui se reportent sur moi parce que c'est des gentils, ils ont pas envie de dire non, ils ont pas envie de faire chose et ils reportent ça sur moi. La question que nous posons à tous nos invités, est-ce que vous pourriez nous parler d'un succès professionnel dont vous êtes fier? Ça peut être chez John Paul ou ailleurs, et par succès, on est très très vaste, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très visible, voilà, qui vous amène les louanges de tout le monde, comme ça peut être un succès, un truc très intime, quelque chose au cours d'une réunion, ou quelque chose qui pour vous est un point gagnant. Voilà. Moi, les deux expériences que je valorise, ou les succès professionnels, c'est mon travail, le travail que j'ai pu faire chez Weekendesk ou le travail que j'ai pu faire chez John Paul, où j'ai accompagné la croissance, la structuration, essayer de laisser, on va dire, une culture du produit. Donc c'est de ça dont je suis fier. Quand je suis arrivé chez Weekendesk, c'était pareil, une start-up de 30 personnes qui travaillait encore en cycle classique waterfall, donc des specs, et puis 6 mois après, on a un site internet qui ressemble plus vraiment peut-être à ce que le client voulait. Et c'est de mettre en place justement ces cultures agiles. Chez Weekendesk, ça a été une fierté. Chez John Paul, la boîte, elle était agile par nature, parce qu'elle était très orientée client, et que le client il change d'avis tout le temps. Donc on est obligé de faire un stretch truc. Ce que j'ai essayé d'amener en fait, c'est une culture de comment je fais pour pas refaire à chaque fois. Parce que les clients veulent tous des choses différentes, mais à un moment, si on les écoute assez et si on fait ce travail de questionnement, on voit qu'il y a des choses qui reviennent. Et qu'on peut travailler non pas dans l'urgence pour répondre aux besoins clients, mais prendre ce petit temps qui nous permet de structurer la pensée et de bâtir un produit. Chez John Paul, on est très orienté client. C'est une boîte qui a avant tout une culture commerciale. Donc on dit oui au client, on avance, on fait tout pour délivrer au client. Et quand on est en fonction back-office, dans ces cultures-là, c'est pas toujours facile.
On a l'impression d'être en bout de chaîne, c'est la réalité, et qu'il faut faire. Donc c'est en mode survie qu'on fait ça, et c'est avoir réussi à structurer le produit, à structurer le delivery. En tout cas jusqu'à la revente par accord. Aujourd'hui, on passe à une autre échelle, on est encore à une autre étape. Donc si j'aimerais dire dans 6 mois que ma fierté, c'est d'avoir passé ce cap avec John Paul de l'industrialisation. Parce que voilà, on est justement à cette étape. Il faut arrêter de fonctionner en mode couteau suisse et passer ce cap de l'industrialisation et devenir adulte. Donc, si je comprends bien, vous faites grandir des startups, en gros, en tout cas les succès que vous racontez. C'est ce que j'ai fait à travers deux expériences. C'est ce que j'ai accompagné deux aventures humaines et deux aventures qui m'ont permis de rencontrer des gens que je valorise énormément et qui m'ont permis, je l'espère, de développer quelque chose. Mais une start-up, je suis pas un joueur de jeux vidéo, mais c'est comme les jeux de plateau. Stage 1 completed. Et on a l'impression que c'est fini. Non, maintenant c'est stage 2. D'accord. Et après stage 3. Je sais pas où est la princesse. C'est ça le problème. Dans les deux exemples que vous citez, comment vous avez fait pour réussir, pour amener de la méthode, de la structure, et quelque part pour changer la culture, j'imagine, des entreprises dans lesquelles vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors, j'ai pas à changer la culture. La culture est assez la même. J'ai essayé de composer avec la culture. Par contre, si je prends John Paul, quand on passe à un stade industriel, ce que je n'ai pas vécu chez Weekendesk, on était encore, c'était une boîte de 200 personnes. Le cap industriel, c'est un vrai changement de culture. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que dans 6 mois, je serai fier d'avoir accompagné ça et d'avoir travaillé avec la nouvelle direction là-dessus. Je l'espère. Comment on fait pour on s'appuie avant tout sur des gens, sur des personnes dans l'équipe, sur des compétences, et puis on essaie de les faire grandir et de les utiliser pour leurs forces. Alors ça peut peut-être être un peu bateau, mais il faut apprendre à connaître les gens. Il faut apprendre à connaître ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment pas faire, ce sur quoi ils sont doués. C'est pas toujours la même chose. Et ce sur quoi, en gros, ils doivent être développés. Et pour pouvoir justement leur confier des missions où ils réussissent et puis passer du temps avec eux. Avoir travaillé dans des startups comme ça, on est confronté finalement à beaucoup de jeunes. C'est leurs premières expériences. Et ça prend du temps, mais c'est très enrichissant. En tout cas, moi je valorise, j'espère avoir autant appris d'eux que je leur ai appris. Et c'est pour ça que je parlais d'aventure humaine. Il y a des personnes qui sont toujours là aujourd'hui, qui sont arrivées avant moi chez John Paul et qui seront peut-être encore après moi. Mais c'est avoir réussi à les faire grandir et puis à leur passer une partie de mon amour du produit. Je l'espère, une partie de mes méthodes de travail. Moi, je suis on travaille avec un consultant qui nous aide justement à structurer un petit peu la partie projet. C'est bien des fois de se faire aider aussi de l'externe, d'avoir des bonnes pratiques. Et il m'a bien catalogué. En gros, il m'a dit t'es plus quelqu'un qui vient construire et donner une vision qu'un gestionnaire. J'ai besoin des gens parce que moi je veux bien fixer une vision, mais il faut que les gens suivent. Voilà, c'est ce que j'essaie de passer. Vous parlez de détecter des forces tout à l'heure. Comment vous faites ça? C'est de l'empathie, c'est de l'empathie et du temps. En fait, c'est comme ce que je fais avec mes enfants. En fait, on passe du temps. On passe du temps à s'asseoir avec eux, à les écouter, à comprendre, à les regarder faire, etc. Et puis à leur dire, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça. Et voir en fait, soit on leur répète 20 fois la même chose, et donc on sait qu'ils n'y arriveront pas sur ce truc-là. Soit en gros, au bout de 2-3 fois, on voit qu'ils ont compris et qu'ils s'est intégré. On dit bon, là, il y a quelque chose. Ça fait partie des choses qu'elle aime faire ou qu'ils aiment faire, donc qu'on peut développer. Mais pour moi, c'est avant tout de l'empathie et puis du temps. Il y a que du temps. Autant que je n'ai plus
beaucoup aujourd'hui à passer avec les équipes, mais que j'essaie de prendre quand même. Et ces compétences-là ou ces qualités-là, dont l'empathie, dont vous parlez beaucoup, est-ce que vous êtes né avec? Est-ce que vous êtes né gentil, comme vous le disiez? Ou est-ce qu'il y a une baguette magique à un moment qui vous a rendu gentil? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que l'empathie, ou en tout cas l'écoute, ça fait partie de ma nature. Le questionnement aussi, ça fait partie de ma nature, peut-être de mon éducation. Mais je saurais pas bien vous dire plus. Après, il y a les tests, les Myers-Briggs, qui vous qualifient, etc. Ben, ça fait 10 ans que je fais le test, ça fait 10 ans que je fais des tests, et ça fait 10 ans que je sors dans la même catégorie. Donc voilà. Ça doit finir par être vrai quand même. Donc ça doit finir par être vrai. Et voilà, c'est une catégorie qui est plutôt orientée vers l'humain et vers l'autre. On imagine votre rythme de travail. Vous décriviez vos dernières expériences où vous avez changé pas mal de choses, les équipes qui ont grossi, vous parlez de John Paul qui a grossi très vite, etc. Comment faites-vous pour vous ressourcer, vous, individuellement, pour trouver l'énergie? J'ai pas beaucoup de temps, en toute franchise. La principale source, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ma femme. Après, j'arrive pas à caser aujourd'hui, j'arrive pas à me caser moi dans l'équation. Donc voilà. Après, bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre le travail et puis la famille, j'ai pas de temps à moi. Les seules choses que j'arrive à faire, c'est lire un livre, même si je les lis pas aussi vite que j'aimerais. Et les sujets sont souvent autour du mindfulness, sont souvent autour de comment on se ressource, de comment on s'organise mieux, etc. J'ai pas de formule magique, hein. Je veux dire, si j'avais la formule du bonheur et la formule de la bonne journée, je vous la donnerais. Je vous dis sincèrement, je la cherche encore. Et vous avez parlé de forte croissance de votre entreprise et que les équipes doivent aussi trouver de l'énergie pour accompagner la croissance, la suivre, la supporter de temps en temps. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous faites pour que votre équipe aussi trouve l'énergie de continuer, d'avancer, d'aller toujours plus loin? La seule façon que j'ai trouvé de faire, c'est de montrer l'exemple. Donc c'est de m'asseoir avec eux. Quand il y a un rush, quand il y a un truc qui va pas, c'est de leur dire comment je peux t'aider. C'est de faire. S'il y a des choses à faire, c'est de m'asseoir et de leur montrer que je suis encore capable de le faire. Je serais pas capable de m'asseoir avec un développeur pour coder, mais voilà, je veux dire, est-ce que je peux t'apporter une solution? Est-ce que je peux te faire venir quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux te payer en astreinte le week-end, etc. S'il y a un rush, j'essaie d'apporter des solutions à chacun différent. Mais la seule chose que je peux faire, c'est donner de mon temps. Et c'est passer du temps à leur dire t'es pas seul. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, finalement c'est ce que je demande à mes managers aussi. Quand je recrute, je demande, il y a une question que je pose et il y a une valeur que je mets en avant, c'est l'ownership. En fait, si tu viens chez nous, faut que ce soit chez toi. Si tu viens chercher un travail et un salaire, va ailleurs. Parce que on n'est pas la bonne société pour toi. Si tu viens chercher de l'ownership et venir contribuer et développer quelque chose et travailler en équipe, t'as le bon endroit. Et cet ownership, c'est de l'investissement, c'est une envie d'apprendre, c'est une envie de faire progresser l'entreprise. Et donc moi aujourd'hui, la seule solution, c'est de montrer l'exemple et de m'asseoir avec eux. C'est pas toujours facile. Non, et j'imagine que les équipes grossissant, il y en a de plus en plus nombreux. Comment est-ce que la collaboration, la coordination se fait au sein de ton équipe? Aujourd'hui, ce que je disais, c'est l'un des soucis, c'est que on part d'une structure, d'une société faite de couteaux suisses qui a réussi et qui en gros stretché pour aller vers l'autre systématiquement. Donc le product manager allait vers le développeur venait vers le product et ça se faisait et le lien se faisait et on arrivait à délivrer coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est l'un des challenges. Quand je parle d'industrialisation, l'un des challenges, c'est trouver la bonne façon de s'organiser pour pas aller à l'extrême des grands groupes et puis être immobile. C'est pas sans jugement de valeur, mais malheureusement là-dessus.
et en même temps s'industrialiser assez pour arrêter de mélanger agilité et bordel organisé. Donc voilà. Ok. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'une start-up, en fait, elle a besoin de cette agilité, de ce bordel organisé. Pardon. Elle a besoin de ces profils couteaux suisses qui viennent faire le last mile, comme dans la logistique. C'est le dernier mile, passer la ligne d'arrivée qui est compliqué. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui ont amené John Paul où il était. Et pour l'étape d'après, il faut qu'on fonctionne différemment. Donc c'est un des challenges qu'on traverse actuellement. Et voilà, on a identifié le problème et on est dessus. Certains disent que les Chief Digital Officers ont réussi quand ils ont rendu leur job inutile. Je ne sais pas si c'est votre avis. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier, mais à long terme, disons à 20 ou 30 ans? Est-ce qu'il y aura toujours des CDO? Le job de CDO tel qu'il est chez John Paul, je pense que dans 20 ou 30 ans, il sera coupé en 2 ou en 3. Si la société continue à grandir, il sera coupé en 2 ou en 3 parce que l'entreprise aura besoin de plus en plus de spécialisation. Aujourd'hui, ça tourne encore avec moi qui lead encore le technique et la partie fonctionnelle finalement. Donc dans des sociétés comme John Paul sur une direction des opérations digitales en tant que telles, il y aura toujours besoin d'une ou deux personnes qui assurent ça. Et c'est vrai probablement dans d'autres entreprises. Sur des grands groupes, des CDO qui font de la transformation, non, le job il sera plus nécessaire dans 10 ans parce que soit le digital il est rentré partout, soit il y aura un problème ailleurs. Mais il faudra toujours, même dans les grands groupes, 2 types de profils, voire 3. Pour moi en fait c'est un triumvirat qui doit se mettre en place. C'est un business owner, quelqu'un qui exprime un besoin, qui est là pour raconter une histoire, que ce soit au client, en interne. Et ça, c'est très important, le storytelling, construire une vision. Il faut quelqu'un qui soit un architecte fonctionnel, qui transforme cette vision en quelque chose de livrable et de mesurable. Et puis un architecte technique qui, lui, fait que la maison s'effondre pas. Donc ce triumvirat, il sera toujours nécessaire. Après, le métier de CDO tel qu'il est fait dans les grands groupes, aujourd'hui, non, il est amené à mourir. Sur mon profil ou mon rôle en tant que tel, moi j'aimerais, mais même avant les 20-30 ans, être plus en réalité un coach. Je crois pas aux hiérarchies, je crois pas aux choses. Je crois au management, je crois que les gens ont besoin d'être guidés, ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Mais moi j'aimerais, idéalement, si j'avais mis en place la bonne structure, etc., moi je serais en rôle de coach, on viendrait me voir en gros soit pour faire du solutioning parce que ils sont en recherche de choses, soit pour gérer les problèmes, comme toujours, hein, ça remonte, ça finit toujours par remonter, et puis sinon surtout accompagner les gens dans leur quotidien, leur dire comment je peux t'aider. Donc c'est ce rôle-là, moi, qui m'intéresse et qui me passionne, c'est être auprès des personnes et leur apporter ce que je peux. Mais la plupart du temps, la réponse, ils l'ont, c'est juste les guider vers cette réponse. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui? Ça vous arrive peut-être qu'on vienne vous solliciter? Pas trop. Non, pas trop, honnêtement. Je vous avoue, je vous ai dit, j'ai du mal à me trouver du temps pour moi. Donc, j'essaie malheureusement, je peux pas ouvrir la porte à tout le monde. Le conseil que je donnerais, en fait, c'est de savoir ce qu'il a, c'est de se poser la question avant tout, c'est est-ce que j'ai envie de bosser pour moi ou est-ce que j'ai envie de bosser pour quelqu'un? Si j'ai envie de bosser pour moi, bah vas-y, fais-le quand t'es jeune, avant d'avoir une famille, avant d'avoir des contraintes, avant d'avoir des charges. Fais ce que t'as à faire, apprends et grandis à travers ça. Et si tout va bien, tu réussiras. Et si ça va pas, tu travailleras dans cet univers-là. Maintenant, si tu penses être fait pour travailler dans des grands groupes, dans des corporates, etc., bah il faut rester, faut passer du temps.
C'est-à-dire, les gens qui switchent de job tous les ans ou tous les 6 mois, c'est pas nécessairement enfin, je veux dire, on a tous été en position de recrutement, avoir un switcher. Moi, dès le CV, je dis non. Donc voilà, parce qu'on a besoin, il faut qu'ils prennent le temps d'apporter de la valeur à l'entreprise. Et un grand groupe, on va lui apporter de la valeur en 3 ans, en 5 ans. Donc pour pouvoir grandir. Et je pense qu'il y a vraiment deux types de profils. Et des profils qui sont faits pour travailler dans des grands groupes iront beaucoup plus vite, apprendront beaucoup mieux, mais il faut qu'ils aient la patience de rester dans un job, de s'ennuyer dans ce job, d'accord, pour pouvoir passer, parce que un grand groupe a besoin. Je pense que la personne ait compris que il a sa propre vitesse. Et c'est pas la personne qui décide de la vitesse, c'est l'entreprise. L'entreprise a sa vitesse, on peut faire ce qu'on veut. Et il faut qu'il rentre là-dedans et qu'il progresse avec l'entreprise. Et j'ai des amis avec qui j'étais à l'école qui ont choisi les trucs de grands groupes, qui aujourd'hui ont des très beaux postes, qui ont eu des très belles marges de progression, mais ils ont eu cette patience de rester 5, 6 ans, 7 ans dans la même boîte et de progresser. D'être formé, d'être accompagné. Et après, aujourd'hui, il y a toute une effervescence autour des entrepreneurs, des startups. Tout le monde veut monter son truc. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut juste, je pense, se connaître. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça et il faut pas qu'ils se mentent. Tu as cité plusieurs soft skills ou compétences comportementales à travers notre entretien. Je les reprends là, l'écoute, l'empathie, le questionnement qui pourrait en être une, la patience et se connaître qui pour nous sont des compétences comportementales. Quelle serait ta définition des soft skills ? Je pense que les soft skills, c'est tout ce qui contribue à créer une dynamique de groupe. Un entrepreneur tout seul, il fera rien. Il faut qu'il embarque des gens avec lui et je pense que c'est tout ce qui contribue à créer cette énergie, à mettre ce mouvement. En fait, pour moi, ça, ce sont les soft skills. Et c'est pour ça que je disais que il en faut de différentes sortes. Il faut la force de gravité, il faut la force centripète, il faut plusieurs types de forces pour arriver à faire avancer une machine. Et donc, faut varier les profils, faut varier les plaisirs. Faut surtout pas faire des équipes avec des personnes qui se ressemblent trop. Donc, je pense ne pas avoir peur de recruter différents de soi. Et puis voilà, c'est comprendre que sans les personnes, ils feront rien. Et même avec l'intelligence artificielle demain, il y aura quand même des personnes. Est-ce que dans ton équipe, dans les prochaines années, il y aura des robots ? On va développer des robots, on va développer des automates, mais par contre, ce qu'on remplacera pas, c'est l'expertise humaine. C'est-à-dire, un robot, il va pouvoir recommander un restaurant, mais savoir que c'est le bon pour cette personne. Je pense que tel qu'on s'oriente aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça devient vraiment juste un support, mais à la fin, il y a un humain qui vient valider que c'est bien la bonne proposition de valeur. Dans mon équipe en tant que telle, je suis pas sûr que dans 10 ou dans 10 ans, on ait des robots qui soient capables d'écrire des applications tout seuls ou de prendre en compte un besoin de quelqu'un, d'un client qui comprend pas le digital et de le matérialiser. Donc ça, je pense sur la partie développement non plus. Peut-être la seule partie où je vois un petit peu d'automate, peut-être, c'est la partie monitoring, alerting, sur toute la partie infra. En gros, continuité d'activité, faire redémarrer, faire reprendre le système par lui-même, oui, peut-être. Mais après, sur le reste, sur la partie amont fonctionnelle ou sur la partie vraiment réelle technique, non. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à John Paul pour la suite ? Je pense, aujourd'hui, c'est de passer ce cap de l'industrialisation et de trouver la proposition de valeur, la bonne proposition de valeur techno qui nous permettra d'aborder les 10 prochaines années. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de la construire. Il faut raconter une histoire autour. Il faut que l'histoire elle soit onboardée par les clients. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Il y a une vraie expertise dans la maison. Sur la fidélisation client et sur les métiers de conciergerie. Ça, on le remplacera pas. Ça, c'est pas une start-up qui va le monter. Il y a une vraie culture de
d'associer l'humain et de la technologie. D'ailleurs, on est conscient que les deux fonctionnent ensemble, et qu'on remplacera pas tout le monde par des robots. Donc voilà, maintenant il faut effectivement comme toute entreprise qui grandit, qu'on passe le cap de l'industrialisation, et on est dedans. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite de votre parcours professionnel ? À moi, je pense continuer à vivre des aventures humaines. Ce que j'aimerais, c'est prendre ce rôle de coach. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour le bien ou pour le mal de l'entreprise, je connais trop tous les détails de tous les dossiers. Voilà. J'aimerais pouvoir justement remonter un petit peu et être un petit peu plus loin du détail de tous les dossiers et pouvoir donner la vision. Et ça c'est uniquement en faisant grandir les personnes dans l'équipe pour qu'elles prennent ce rôle-là. Mais ça prend du temps. C'est pas en 5 minutes qu'on passe le relais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.